Bonsoir à tous, on arrive au terme de cette 9e journée des rencontres du développement durable co-organisée aujourd'hui avec Centrale Supélec depuis la Maison de l'Europe de Paris, toujours, et c'est particulièrement vrai ce soir puisque j'ai à mes côtés Michel Derdevet, le président de la Maison de l'Europe de Paris. On va continuer cette réflexion dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui nous anime tout particulièrement ce soir puisque chacune des tables rondes, chacun des 80 panels des rencontres du développement durable servent évidemment à nourrir la plateforme mise en place par l'Union européenne pour concourir aux réflexions sur l'avenir de l'Europe. Et ce soir en particulier, puisque nous allons parler du Green Deal, du paquet législatif Fit for 55 qui a vocation à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne de 55% d'ici à 2030. Évidemment, toujours et encore d'actualité, le plan de relance Next Generation EU qui a évidemment mis des moyens considérables sur la table pour faire avancer la transition écologique peut-être plus rapidement que prévu avec cette pandémie, et en tout cas qui a su mobiliser les États européens de façon assez exceptionnelle. On va donc avoir une perspective particulièrement européenne ce soir pour pouvoir réfléchir à ces questions. Et donc je vous présente nos invités. J'ai déjà introduit Michel Derdevet en ses qualités de président de la Maison de l'Europe, mais je devrais ajouter par souci d'exhaustivité que Michel est également le président du think tank Confrontation Europe, qu'il est enseignant intervenant au Collège de Bruges, qu'il a commis le rapport Énergie, l'Europe en réseau, remis au président de la République en 2015, de très nombreuses qualités qui font que pour parler de ces sujets de transition énergétique qui nous animent aujourd'hui, Michel était non seulement incontournable géographiquement, mais aussi intellectuellement. Juste à sa droite, Pascale Joannin, qui est la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, qui fait partie, comme Confrontation Europe, des partenaires civiques de ces rencontres du développement durable. Et dans ces moments de pré-présidence française de l'Union européenne, c'était particulièrement heureux. Je continue dans mon petit tour géographique vers M. Erkki Maillard, qui est le directeur des affaires européennes du groupe EDF, qui est également conseiller diplomatique au président directeur général de ce groupe. Et après les annonces de ce matin sur la France 2030, on a hâte de pouvoir mettre en perspective tous les travaux qu'EDF porte en France à la veille de cette présidence française de l'Union européenne, je le disais. Juste à ma gauche, Thomas Pellerin-Carlin, qui est directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, qui est également intervenant à Sciences Po Paris dans ces questions d'affaires européennes et énergie. Et on a à distance la chance de pouvoir compter parmi nous le docteur Guntram Wolf, qui est directeur du Centre de réflexion Bruegel, basé à Bruxelles et qui est sans doute l'un des think tanks les plus influents au monde, en tout cas en Europe. C'est très clairement établi. Merci beaucoup Guntram d'être avec nous. Donc, je le disais tout à l'heure, conclusion essentielle à l'échelle européenne de cette journée organisée avec Centrale Supélec virtuellement depuis Rennes, en tout cas accueillie ici à la Maison de l'Europe de Paris. Journée consacrée au mix énergétique et il était absolument indispensable de bien signifier pourquoi est-ce qu'on ne peut pas conduire une réflexion aboutie sur les questions de transition énergétique sans raisonner à l'échelle européenne du fait de la construction même de cette politique publique. Et Michel, je voudrais me tourner vers toi en premier lieu pour comprendre en quoi est-ce que cette échelle de raisonnement à l'échelle européenne, c'est d'abord une garantie de pertinence sur le plan de l'efficacité de la politique publique de l'énergie, enfin de la transition énergétique, et aussi un enjeu fondamentalement géopolitique. Merci beaucoup Thomas pour ces mots d'introduction et bonjour à toutes et à tous. Non, le sujet il est européen parce qu'il est d'abord européen par l'histoire. C'est-à-dire l'Europe elle s'est construite à partir de 1951 à travers une dynamique commune, une première communauté sur le charbon et l'acier. Mais on l'oublie aussi, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Erkki, elle s'est aussi construite à travers une coordination de la production et du transport de l'électricité. Et donc avec une dynamique industrielle autour des grands réseaux interconnectés, ce qui fait que nous sommes en Europe dans un système interconnecté, il ne faut pas l'oublier. Alors on a découvert ces derniers jours avec une sorte de surprise sur le fait qu'il pouvait y avoir un impact entre les prix du gaz sur les marchés et le prix de l'électricité. Mais tout ça n'est que le fruit d'un système qui par ailleurs est extrêmement résilient, performant, garantie de sécurité pour l'ensemble des Européens. Rappelons-nous cette année 2021, l'incident qu'il y a eu au Texas, qui était lié au fait qu'on avait un système électrique fermé sur lui-même, avec très peu, voire pas d'interconnexion avec les États voisins. Et donc, un coup de froid, et puis le système prive d'électricité pendant des journées et des journées l'ensemble des Texans. L'Europe, elle a failli avoir, en octobre 2006, elle a failli avoir à d'autres moments de son histoire des incidents de ce type. Elle a su y faire face grâce aux liens
qui ont su être établis entre les pays. Donc, je crois que le sujet, il faut le positionner à ce niveau-là. Et il y a une deuxième raison qui mérite qu'on raisonne Europe, c'est tout simplement l'enjeu de puissance. Quand on regarde la Chine, elle a une politique énergétique à l'aune de sa puissance économique. Les États-Unis avec Biden ont une vision énergétique construite, dynamique et puissante. Et nous, on aurait 27 approches nationales, séparées, en se chamaillant les uns et les autres, en opposant nos choix énergétiques souverains les uns aux autres. Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. La vraie taille critique, si on a envie d'exister demain, y compris au plan industriel, au plan de nos entreprises, c'est bien entendu se poser les sujets d'intersection, d'action commune. Tu évoquais tout à l'heure le rapport de 2015, Énergie, l'Europe en réseau. Un de mes items depuis plusieurs mois et plusieurs années, c'est de dire, plutôt que des oppositions que nous avons entre pays, raisonnons sur les intersections. L'hydrogène, est-ce qu'on y va seul ou est-ce qu'on y va ensemble? Le stockage stationnaire, est-ce qu'on y va seul ou est-ce qu'on y va ensemble? Les questions de précarité, est-ce qu'on est sûr que chaque pays les traite de manière parfaite à son horizon? Est-ce qu'il n'y a pas une action, d'ailleurs la Commission européenne le 14 juillet l'a initié avec le Fonds social pour le climat, est-ce qu'il n'y a pas une dimension partagée? L'Europe est un marché, ça ne vous aura pas échappé aux uns et aux autres. Et le pendant du marché, l'autre jambe, c'est la solidarité, c'est des politiques vers les plus précaires, les plus démunis, et pour accompagner toutes ces populations vers l'horizon décarboné que tu évoquais avec les 55% en 2030 et la neutralité à horizon 2050. Donc voilà, c'est vraiment un rappel de base, bien sûr, dans cette maison d'Europe, mais plus généralement. Arrivons dans les semaines, les mois qui viennent à imposer dans le débat public de lever un peu le regard vers cet horizon européen plutôt que les chamailleries qui parfois n'ont pas de sens, qui occupent les médias, qui créent un peu de buzz, mais qui derrière ne sont pas constructives. Alors pour garder les termes les plus exacts du débat public, j'aimerais me tourner vers vous, Pascale Joannin. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, parce que c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne quand on lève le capot des compétences politiques sur ces questions énergétiques. On sait par exemple que quand l'Union européenne va plaider à la COP climat, qu'elle parle d'une seule voix après avoir coordonné pendant un très long processus l'ensemble des États membres sur leur contribution climatique. Sur les questions énergétiques, qui font pleinement partie du sujet, il n'y a pas une compétence exclusive de la Commission, c'est une compétence qui est partagée entre l'échelon communautaire et les États-nations. Et donc j'aimerais comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment ça s'articule. Pour que le débat public fonctionne bien, il faut que nos auditeurs comprennent comment la mécanique fonctionne et qu'on y voit clair sur cette vision-là. Alors, l'énergie, en effet, est une compétence dite partagée dans l'Union européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas une compétence propre de l'Union. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le commerce, la concurrence, la pêche. Et le reste, en effet, c'est une compétence entre les États membres et l'Union européenne. L'Europe, ce n'est jamais ce que les États membres veulent bien qu'elle soit. Et donc, on a 27 États aujourd'hui. On est parti à 6. On a commencé... l'énergie, ça a été tout de suite le moteur de l'Europe. La communauté économique du charbon et de l'acier, l'Euratom après. Et dans l'économie, il y a énergie aussi, puisque elle a longtemps été une construction économique, cette Europe. Donc, aujourd'hui, on est 27, avec en effet des pays qui ont des traditions énergétiques, des dépendances qui sont plus ou moins grandes. Et que donc, tout ça mérite en effet d'être discuté au niveau européen, parce que si chacun tire la couverture à soi, on n'ira pas très loin. Donc, il y a des politiques, des grands enjeux. Alors, on a une Commission européenne là, actuelle, présidée par Madame von der Leyen, qui a posé en effet des objectifs ambitieux dans ce grand trend mondial, en effet, de changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait? Tous acteurs, que ce soit entreprises, États, associations, particuliers, qu'est-ce qu'on apporte comme contribution à cette œuvre qui doit être mondiale? Alors l'Europe, c'est qu'une petite partie du continent, mais il y a donc un programme ambitieux. Alors il y a le Green Deal, il y a l'ajustement 55, Fit for 55 in English. Il y a plein de choses qui sont faites dans le plan de relance qui a été Next Generation EU, où il y a beaucoup de choses pour la transition écologique. Il y a la transition numérique, mais il y a la transition écologique. Donc tout ça font des grands enjeux pour que l'Europe participe au niveau qui est le sien, d'ailleurs de grande puissance quand même, économique, à cette décarbonisation, à cet changement climatique, à cette économie plus verte, etc. Alors, l'Europe aujourd'hui est très ambitieuse, très très ambitieuse. Et alors,
il faut regarder si c'est réaliste, ça c'est une question qui peut se poser. Et alors, ces objectifs, en effet, à l'intérieur des États membres, les États restent souverains. Alors, il y en a qui ont fait des choix stratégiques. Il y a des énergies renouvelables, plus ou moins. Mais on sait que les énergies renouvelables, même aujourd'hui, ça n'a pas encore apporté une pleine, j'allais dire, satisfaction et qu'il y a encore des progrès à faire pour rentabiliser ces économies, ces énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être développées. Il y en a certaines qu'on n'a peut-être pas encore imaginées. On est un continent assez maritime. Et on n'a peut-être pas utilisé tout ce qui est la force de l'eau aussi. Il y a peut-être des choses à encore chercher sur le développement de nouvelles énergies. Vous avez des pays qui ont été longtemps de l'autre côté du rideau de fer, donc qui ont subi une économie dirigée avec en effet des centrales qu'on a fermées et qu'on a aidé à fermer quand ils sont rentrés dans l'Union. Mais il y a quand même encore beaucoup de centrales à charbon. Et les Allemands qui se veulent un modèle aussi de renouvelable, quand le renouvelable, il n'y a pas de vent en Poméranie, Mecklembourg, ils font remarcher la centrale à charbon. Et puis nous, on a quelques pays, pas tous, mais quelques pays, dont la France, et je regarde Erki, mais il n'y a pas que Erki, qui ont fait le choix d'une énergie qui s'appelle nucléaire, même si le gros mot même si c'est un mot qui est mal compris et qui devient un peu un gros mot à Bruxelles, c'est une énergie qui existe et qui fait aujourd'hui, en tout cas, que la France est moins dépendante que d'autres États européens tributaires de gaz, etc. Donc, grosso modo, de la Russie ou d'Afrique du Nord. Donc ça, c'est une vraie question. Et dans les enjeux européens, c'est aussi cette indépendance énergétique auquel on doit veiller. C'est-à-dire qu'il y a le changement climatique, mais il y a aussi cette indépendance énergétique, la sécurité de l'approvisionnement. C'est bien de construire des pipes, Nord Stream ou d'autres, mais il faut s'assurer qu'en effet, il n'y ait pas de coupure. Alors, on a vu, souvenez-vous, le président russe, très musclé, fermé au moment où il y avait des grands problèmes avec l'Ukraine, le pipe, en disant, ça y est, c'est fermé, sachant que le pipe il ne fait que transiter en Ukraine et que derrière, les pays européens du sud de l'Europe, ils n'avaient plus de gaz parce que le président russe avait fermé, avec toute la beauté du geste et la télévision russe derrière lui. Donc, c'est ça l'engagement européen, c'est-à-dire qu'on a des ambitions, les États font leur mix énergétique en mettant un peu de renouvelable de plus en plus, essayant de baisser les énergies fossiles. Pour les États qui ont fait le choix du nucléaire, de ne pas faire du nucléaire bashing, parce que je trouve que c'est idiot. Il n'y a pas que l'Europe qui fait du nucléaire, il y a d'autres. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, bien entendu, une fois qu'on a fait ça au niveau européen, il faut regarder en effet à ce que nous partagions ces objectifs avec les autres pour que nous ne prenions pas des mesures trop pénalisantes pour nos acteurs par rapport aux autres acteurs mondiaux, pour qu'en effet, si les Chinois et les Américains, grosso modo, font pas les mêmes choses, ça sert à quoi que nous, on fasse tout ça ? On comprend bien que derrière la compétence partagée, il y a évidemment l'organisation des réseaux. Michel avait déjà un peu expliqué le sujet, mais il y a aussi fondamentalement cette capacité à synchroniser les mix énergétiques de différents États membres et à plaider pour une indépendance, une sécurité des approvisionnements énergétiques qui soit plus claire ou peut-être plus coordonnée. N'empêche que, au-delà de ça, la transition énergétique, c'est pas juste le délire d'un plateau entre experts, c'est le cœur, l'épine dorsale, je dis souvent ça, de la transition écologique, parce qu'en fait, ça alimente toutes nos capacités à faire la transition. Et donc, Thomas, je me tourne vers toi. J'aimerais dézoomer un tout petit peu de la question énergétique pour mieux y revenir d'une certaine manière, en tout cas mieux la cerner, parce que ça a été un des piliers majeurs du Green Deal. Ça a été, Pascal l'a rappelé à l'instant, un sujet essentiel du plan de relance. Il faudrait qu'on puisse, peut-être dans des termes faciles à appréhender pour toutes les Françaises et les Français qui écoutent ce soir les rencontres du développement durable, comprendre comment ce nouveau cadre bruxellois peut changer leur quotidien, surtout quand l'Union les appelle à participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe pour proposer des réponses. Et on sait qu'en pleine crise des prix de l'énergie, évidemment, ça fait partie totalement des préoccupations qui vont faire remonter. Donc, est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce nouveau cadre, peut-être sans aller jusqu'au cadre législatif Fit for 55, comment ça a bougé ? Est-ce que ça peut changer pour eux concrètement ? En effet, je pense que pour comprendre en fait pourquoi ce moment est un moment historique, il faut dézoomer.
Il y a un scientifique qui, un jour, a publié un article dans une revue qui disait que si on double la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on va avoir une augmentation de la température de 4 degrés. À votre avis, en quelle année cet article-là a été publié? Je vous laisse réfléchir. En 1896. Et c'était pas un charlot, hein, c'était Svante Arrhenius, prix Nobel de chimie. 1896, à cette époque-là, hein, une des grandes puissances européennes, c'est l'Empire ottoman. Et le Royaume-Uni est gouverné encore par la reine Victoria. Donc ça fait extrêmement longtemps que l'on connaît scientifiquement le lien entre dioxyde de carbone et ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Aujourd'hui, en 2021, on a l'impression qu'en fait, on a découvert ces enjeux-là il y a 10 ans, alors qu'ils sont extrêmement anciens et connus scientifiquement depuis très longtemps. Et aujourd'hui, en 2021, on utilise des mots pour parler de ce phénomène-là, qui sont des mots qui ont été construits socialement et politiquement dans les années 70, dans les années 80. Le mot, par exemple, de transition énergétique, qu'on a déjà tous utilisé, c'est un mot qui est popularisé par un président américain, Jimmy Carter, à la fin des années 70, pour répondre au choc pétrolier. Pas du tout à la question du climat. Le mot de développement durable, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, c'est un mot qui a été conçu principalement, popularisé dans les années 80, et qui décrit bien ce qu'il aurait fallu faire dans les années 80. Dans les années 80, ce qu'il fallait faire pour le climat, c'était croissance zéro des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, avec une légère baisse à moyen long terme. C'est un truc facile. Et si vous voulez, de ce point de vue-là, le dérèglement climatique, c'est un peu comme un cancer. Plus vous faites le diagnostic tard, plus vous prenez les médicaments tard, plus la thérapie sera forcément une thérapie de choc, et plus vos chances de survie sont faibles. Là, on commence à se saisir de ce sujet-là, politiquement, de manière sérieuse. Mais il est déjà bientôt minuit, comme on dirait en anglais. Donc il y a eu énormément de procrastination. C'est d'ailleurs pour ça que moi, le terme de transition énergétique, que j'utilise aussi comme tout le monde, mais il me fait toujours un peu mal. Je pense aux travaux de l'historien Jean-Baptiste Fressos qui montre bien qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique dans l'histoire de l'humanité. On a juste additionné des sources d'énergie les unes sur les autres. Et typiquement, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Aujourd'hui, la Chine ne fait pas une transition énergétique, elle fait une addition énergétique. Elle construit des nouvelles centrales nucléaires et renouvelables, en même temps qu'elle construit des nouvelles centrales à charbon, en même temps qu'elle augmente sa consommation de pétrole. Il y a une exception historique pour l'instant, c'est le continent européen, qui depuis 2006, ça fait quand même 15 ans, est la seule partie dans l'histoire de l'humanité qui commence à faire une véritable transition énergétique. Alors comment est-ce qu'elle le fait? Elle le fait sur 2 piliers. L'efficacité énergétique, consommer moins, et on consomme à peu près 10% moins d'énergie aujourd'hui qu'en 2006, et consommer autrement, produire l'énergie autrement, et ça se fait par l'essor extrêmement important des énergies renouvelables, qui sont passées globalement de presque zéro à plus de 20% maintenant du mix énergétique européen. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables produisent 2 fois plus d'énergie en Europe que le nucléaire, par exemple. Le nucléaire en Europe ne représente qu'environ 10% du mix énergétique. Donc là, je parle bien à toute énergie, pas simplement l'électricité. À l'échelle du continent, effectivement, avec des différences nationales, bien évidemment. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on arrive... mais les différences nationales ne sont pas énormes. Quand on regarde, par exemple, pour la France, si on regarde le mix, ce qu'on appelle de l'énergie finale, l'énergie qui est vraiment utilisée par nous, êtres humains, le nucléaire, ce n'est que 16 à 17%. La première énergie consommée en France, c'est le pétrole. Pour l'instant, on n'a pas encore une Clio nucléaire, c'est une Clio pétrole qu'on a. C'est important pour que tout le monde comprenne bien la différence entre utilisation de l'électricité et production d'électricité et production d'énergie, ce qui est complètement différent. Tout à fait. Et donc, c'est dans ce moment-là qu'on a le débat sur ce qu'on appelle à Bruxelles le Fit for 55, qui est un des pires slogans jamais trouvés par les Bruxellois. Pardon, pas les Bruxellois, je ne veux pas insulter les gens de Bruxelles, mais par les gens qui bossent pour la Commission européenne. Mais en fait, ça c'est quoi? En gros, ce sont les normes qu'en Europe on est en train de débattre pour savoir comment est-ce qu'on aborde cet enjeu massif du dérèglement climatique. Comment est-ce qu'on transforme de manière extrêmement rapide notre système énergétique en une seule génération, c'est-à-dire en 20-25 ans, pour passer d'un système actuel qui est fondé sur l'usage inefficace des énergies fossiles au système qu'il nous faut demain, qui est forcément fondé sur l'usage efficace et sobre d'une énergie principalement renouvelable, avec une part de nucléaire ou pas de part de nucléaire selon les choix nationaux, mais même en France, ce sera principalement
des énergies renouvelables. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Et là-dessus, en fait, il faut qu'on soit à la hauteur de l'histoire. Il ne faut pas qu'on répète les erreurs qui ont été commises il y a 20 ans et qui ont provoqué cette situation dramatique pour le climat qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a vu encore en Allemagne et en Belgique, où plus de 200 Européens sont morts dans des inondations qui sont, en tout cas dont la fréquence et l'intensité est cohérente avec ce qu'on sait du dérèglement climatique. Donc là, il y a évidemment une urgence d'agir. Et c'est pour ça que ce débat autour de ce paquet européen, ce soi-disant Fit for 55, est vraiment fondamental. On a plus d'une vingtaine de législations qui sont ouvertes. Certaines ont déjà été proposées par la Commission en juillet. D'autres arrivent là, notamment sur le bâtiment et sur le gaz en décembre. Pour que ça soit bien clair, Fit for 55, c'est un slogan pour décrire un ensemble de lois européennes, si je schématise à très grand trait, qui ont vocation à, secteur par secteur, nous aider à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Tout à fait. C'est une vingtaine de lois européennes, pour reprendre votre expression, qui concernent vraiment tous les secteurs. On est sur l'industrie, on est sur le prix carbone, on est sur le bâtiment, donc les endroits où on vit, les endroits où on travaille. On est sur les voitures, la manière dont on se transporte. On est aussi sur l'aviation, tout à fait. Donc là-dessus, il y a vraiment un enjeu, en fait, un problème systémique qui est notre système énergétique polluant. Il faut une réponse systémique. Et là-dessus, et on verra sur les critiques après de la proposition de la Commission européenne, mais il faut reconnaître à la Commission qu'elle, enfin, a été un acteur de type gouvernemental qui met sur le débat une véritable réponse systémique, beaucoup plus cohérente que de tout ce que j'ai pu voir en France ou même en Allemagne, par exemple, encore à ce stade. Une vision plus globale. Michel, je me retourne vers toi à nouveau avant de continuer le panel, parce que tu l'as dit dans ton propos, ta première réponse, et c'est d'ailleurs passionnant, c'est qu'on n'oppose pas ce qui relève de la norme et qui va fonder un cadre commun dans lequel on peut avancer à 27, y compris en étant le plus indépendant possible, et ce qui relève des projets industriels qui permettent d'apporter une réalisation concrète à l'objectif que la norme nous fixe. Et donc si on fait on va avoir du mal à ouvrir le capot des 20 directives ou règlements européens qui sont en jeu, sinon on va y être encore pour une petite tournée. Mais en quoi est-ce que ça peut influencer ces nouvelles normes, notre politique énergétique à nous, notamment dans son volet industriel? Parce que évidemment, derrière la politique énergétique, il y a l'industrie des réseaux, l'industrie des infrastructures, l'industrie du bâtiment, de la construction, l'industrie des transports. Tout ça, ça correspond aux différents projets très concrets que tu mentionnais tout à l'heure. Comment est-ce que ces nouvelles normes peuvent nous aider, nous, Français, à aller de l'avant, à porter nos projets, peut-être même à les partager avec nos partenaires européens ou pas? D'abord, peut-être une petite remarque sur le mot norme. Le mot norme, en France, il fait peur. Norme, on avait déjà comme quelque chose qui est normatif, qui est très obligatoire, qui empêche de fonctionner et tout. Alors qu'en fait, c'est pas ça la bonne perception du mot norme. Une norme européenne, c'est quelque chose qui fait partie d'un travail partagé entre tous les États membres pour se dire comment, à travers la qualification d'un produit ou d'un process, on arrive à avoir une dimension industrielle européenne commune nous permettant d'aborder les marchés tiers. Et donc, si on renverse cette proposition, on voit bien que le sujet, c'est par exemple, on va parler des bandes de recharge pour les véhicules électriques. Aujourd'hui, on se pose la question de l'interopérabilité. C'est très bien, mais on aurait pu, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, se poser la question d'avoir une norme qui aurait pu dès lors qualifier des subventions ou des crédits européens pour les pays, les industriels qui permettraient l'électromobilité de manière identique, partagée. Et donc ça veut dire qu'on est toujours en difficulté de mettre le sujet de la normalisation comme un sujet de dialogue avec les industriels en amont des propositions de texte. C'est d'ailleurs le reproche qui est fait à la Commission européenne sur le paquet en question que Thomas évoquait, puisque par exemple les industriels de l'automobile allemand disent pourquoi pas, mais nous a-t-on écouté, entendu, avant d'annoncer un virage aussi rapide vers la mobilité électrique? Et donc, la question de la méthode est fondamentale. Ça veut dire que la cible est bonne, et bien entendu qu'il faut y aller, mais la question de savoir comment on définit cette cible, comment les industriels, dans leur particularisme, sont écoutés, entendus, avant que tombe le couperet de tel ou tel chiffre ou tel objectif, est importante. Et on voit bien que c'est important. Pourquoi? Parce qu'après, derrière, ces objectifs, ces cibles, elles devront être déclinées. Donc si par hasard, elles n'ont pas été conçues, préparées
a véritablement, avec un peu d'écoute, et si elles ont été travaillées uniquement entre quelques experts, derrière, elles ne Là, matureront sur ce pas. paquet, tu penses que la préparation... C'est le danger. cette Non, concertation- ce qui est clair, c'est que la préparation, elle a été pour le moins incomplète dans un certain nombre de secteurs. Et donc, dès lors, le risque de fragilité, c'est que, vu les calendriers politiques de discussion au Parlement européen, les textes en Conseil, tous ces textes-là passeront au tamis du Conseil. Donc, le risque qu'il y a, c'est que certaines propositions seront recalées par le défaut de méthode en amont. Bien Et sûr. donc, tu vois, le sujet de la norme, moi, c'est une des propositions que j'avais mises dans le rapport de 2015 adressé à François Hollande. Il faut le mettre, mais aller au fond du questionnement et de l'intérêt. Et il y a vraiment, c'est central. Sinon, on va braquer l'ensemble des industries, secteur par secteur. Pascal évoquait l'aérien. Quand le marché carbone s'est construit dans les années 2005-2006, l'industrie aérienne européenne, elle était plutôt vent debout, c'est le cas de le dire, parce qu'elle considérait qu'il y avait des risques à un moment donné de pénalisation par rapport aux grands acteurs de l'aérien au niveau mondial si on allait trop vite sur l'imputation des quotas dans cette industrie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut véritablement ce dialogue. C'est un peu, moi, avec le recul de mes 35 ans de carrière, le sujet. La Commission européenne devrait s'emparer elle-même du sujet de politique industrielle, quelles que soient des compétences, en réunissant des tours de table sur les sujets, en écoutant. On évoquait tout à l'heure l'hydrogène. Aujourd'hui, il y aurait vraiment un enjeu à ce que la Commission européenne, même si ce n'est pas dans ses compétences premières, mais elle fasse une sorte de round table sur l'hydrogène pour voir qu'est-ce qui peut être fait en commun, définir peut-être des programmes cadres. Moi, je suis très, à titre personnel, étonné de la méthodologie du plan de relance, qui reste un plan de relance par enveloppe nationale et dans lequel les grandes filières ne sont pas vues et envisagées au niveau commun. On voit bien que s'il y avait ce travail d'écoute, on pourrait peut-être structurer un petit peu mieux les politiques de filière et derrière les crédits alloués. Merci Michel. Peut-être deux commentaires avant de passer la parole à Erkki Maillard. Un commentaire pédagogique pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'effectivement, on a prononcé le mot grossier de lois européennes qui ne correspond pas à une réalité exacte, mais on parle des règlements, des directives. On peut le faire de manière très courte. On va définir de façon très claire. Les règlements, c'est des textes qui sont immédiatement applicables, qui ne supposent pas un travail de transposition par les parlements nationaux. Voilà. Les directives, elles, supposent, sauf pour les éléments qui sont extrêmement clairs et directement transposables, un travail de discussion politique dans les États membres à travers les différents parlements. Et donc la procédure, c'est le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne que la France va présider au premier semestre, qui est le Conseil des ministres, et donc le co-législateur, l'équivalent d'un Sénat européen d'une certaine manière. Et avec, au fil des 20 ans passés, de plus en plus de pouvoir du Parlement européen dans un série de textes qui sont co-décidés. Voilà. Je voulais qu'on ait cet éclairage un peu pédagogique parce que les questions européennes sont complexes et elles ne sont pas bien plus complexes que les questions constitutionnelles françaises, mais en tout cas, elles méritent plus d'explications, elles nécessitent plus d'explications. Et le deuxième élément que je voulais faire souligner après ton intervention, Michel, c'était la dimension des compétences. Hein. On l'a dit depuis le début, l'Europe, c'est une construction, Pascal l'a dit de façon très claire, qui est construction de dévolution de pouvoir par les États membres à la Commission. Et sur ces questions industrielles, on voit bien que voilà, il y a peut-être aussi une prise de pouvoir qui peut se faire. En tout cas, ça existe. Mais concrètement, ça a un impact sur nos filières nationales. Tu l'as dit avec le plan de relance. Et du coup, Erkki Maillard, je rappelle que vous êtes le directeur des affaires européennes et conseil diplomatique du PDG d'EDF. Je voulais me tourner vers vous parce que très clairement, dans ce paquet législatif Fit for 55, on a compris qu'il y avait notamment ce qu'on appelle une fameuse taxonomie, c'est-à-dire une sorte de classement des investissements qui sont, selon la Commission, plus ou moins considérés comme bas carbone ou enfin climato-compatibles avec nos objectifs. Jusqu'à présent, et l'histoire n'est pas écrite, mais le nucléaire a été sorti des filières énergétiques qui sont considérées comme bas carbone, alors qu'on sait que c'est une industrie qui est clairement des plus décarbonées. Alors elle n'est peut-être pas parfaitement écologique, mais en tout cas elle est très décarbonée. Et du coup, on voit bien qu'il y a des conséquences directes de ce paquet législatif que Thomas a décrit et dont Michel a rappelé les enjeux sur notre politique industrielle à nous, Français, sur notre politique énergétique à nous. Et donc je voulais avec vous comprendre en quoi est-ce que ce qui est discuté en ce moment à Bruxelles pouvait nous impacter, sachant que pour le mix énergétique français, le nucléaire joue une part considérable, contrairement aux autres États membres. Et par-delà la question française, c'est pas pour faire du cocorico, c'est aussi pour comprendre quelle est la crédibilité de notre contribution à la COP26
qui arrive là d'ici quelques jours maintenant, COP26 climat qui se tient à Glasgow et qui nécessite des réponses très concrètes sur la façon dont on va faire cette transition. Thomas a été très clair sur le fait que maintenant on passe à la question du pourquoi, à la question du comment, et clairement le mix énergétique est au cœur de tout ça. Absolument, et je pense que je vais revenir à la question de la taxonomie du nucléaire, mais pour commencer par quelques bonnes nouvelles, la bonne nouvelle quand même, ça a été dit par Thomas, c'est qu'en Europe, et c'est le fruit au fond d'une pression démocratique, on prend cette affaire au sérieux. C'est-à-dire que la maison brûle, pour reprendre l'expression de Jacques Chirac, et non seulement il y a les pompiers, on essaie de mettre de l'eau dans le réservoir, et si j'essaie de simplifier un peu pour la partie énergétique, le paquet Fit for 55, on fait en gros 3 choses. On dit effectivement il faut consommer moins d'énergie, et surtout moins d'énergie fossile. Parce que, et c'est la deuxième chose, on fixe clairement la priorité sur les émissions de gaz à effet de serre, et notamment le CO2, qui est une pollution, et on décide de lui donner un prix. On dit, quand il y a une émission de CO2, eh bien, ça a un prix parce que ça a un coût pour la société, parce que derrière, il y a des inondations, il y a un recul de la biodiversité. Ça, j'aimerais qu'on y revienne un peu plus tard. C'est une priorité qui, je pense, doit encore remonter dans l'agenda européen, et c'est très lié aux questions énergétiques et de changement climatique. C'est aujourd'hui, après l'artificialisation des sols, c'est le changement climatique qui est le plus responsable de la dégradation de la biodiversité, la disparition des espèces vertébrées. 75% d'insectes en moins depuis 30 ans. Ce sont des sujets très importants et qu'on prend très au sérieux chez EDF, qui fait partie aussi d'ailleurs de notre raison d'être, ce pourquoi tous les jours on se bat. Donc ça, c'est la deuxième jambe, enfin le deuxième pied du triptyque. Et la troisième jambe, après le prix de la pollution, c'est de dire on va utiliser l'énergie électrique pour décarboner le reste de l'économie. Alors pourquoi c'est important? Pour schématiser, vous avez 3 grands secteurs qui produisent des émissions. Vous avez le bâtiment, vous avez le transport et l'énergie, dans des proportions variables selon les États membres. La chance que l'on a en France, c'est qu'effectivement, avec un mix qui combine le nucléaire et les énergies renouvelables, dedans il y a l'hydraulique, l'éolien et le solaire, c'est qu'on a un mix qui est parmi les plus décarbonés au monde. Si on est honnête, quand on a lancé le nucléaire, ce n'était pas le but. Le but, c'était l'indépendance. Je pense que c'est un thème d'actualité, mais je vais revenir sur le nucléaire. Mais il se trouve qu'une des propriétés du nucléaire, c'est d'émettre très peu de carbone. Et donc, aujourd'hui, le pays qui émet le plus de carbone par habitant, c'est l'Allemagne. Ce n'est pas parce qu'elle a arrêté le nucléaire. Avant la Pologne, c'est l'Allemagne. Et c'est pas 10 fois, c'est 9 fois plus qu'en France. Et ce qui est très positif, c'est de mettre la priorité sur non seulement la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi de dire on va utiliser l'électricité qui se décarbone de plus en plus dans la plupart des pays. Dans certains, c'est plus compliqué que dans d'autres, mais aujourd'hui, déjà 66% de l'électricité en Europe, grâce aux renouvelables essentiellement, un petit peu au nucléaire, c'est un quart de l'électricité décarbonée, le nucléaire. Et dans tous les scénarios, ça va rester, il faut que ça reste en tout cas comme ça, c'est ce que disent les experts climatiques, les experts de l'énergie ou les experts de la Commission. Et c'est un mix, le titre du panel aujourd'hui, c'est mixer les énergies. Donc c'est pas le nucléaire ou le renouvelable, c'est toutes les énergies décarbonées. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on traite cette totalité? Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est conscient en Europe de la priorité. On a un paquet qui est assez cohérent. Alors derrière, évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué. Et si on regarde la question du nucléaire, la difficulté du nucléaire aujourd'hui, c'est que soit vous avez des États membres ou des partis politiques qui ont une position très hostile, et c'est tout à fait respectable, soit c'est un thème, un sujet qui n'est pas regardé. Le problème que l'on a, en tout cas c'est notre sentiment en tant que producteur effectivement d'électricité décarbonée, y compris avec le nucléaire, c'est que ça fait partie de la solution. C'est pas la solution, mais ça fait partie de la solution. Et alors la taxonomie, c'est un très bon exemple de ce que disait Michel tout à l'heure. En fait, c'est une norme, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, parce que c'est quasiment le pire de ce que peut produire la machine européenne. Ça passe par des actes délégués sur une espèce de décret d'application. En fait, au départ, et l'intention est très louable, c'est de dire on va éviter le greenwashing. On va éviter que des entreprises ou des organismes puissent faire des investissements dans des activités et puissent dire je suis durable.
Comment est-ce que vous le certifiez? Aujourd'hui, ce sont des acteurs qui sont des acteurs de la société civile, des cabinets de conseil, des ONG. Bon. La commission, elle dit, je vais établir la norme. Mais comment elle le fait? C'est un groupe de spécialistes de la finance, ce qui est très bien. Chez EDF, on est favorable, on est les premiers émetteurs de green bonds. On souhaite financer en tant qu'entreprise. Et donc, nous, on trouve ça très bien de dire il faut classifier les activités. Et la première version qui sort donc, de ces spécialistes de finances durables sur un tas de sujets, c'est toutes les activités économiques. Pour l'énergie, c'est de dire les énergies renouvelables sont les énergies durables, c'est tout. Et encore, pour l'hydraulique, il y a toute une série de critères. Mais ça, c'est pas possible, ou alors ça sert à rien. Faire une taxonomie pour dire qu'il faut faire des renouvelables, merci, mais on n'en a pas besoin. Nous, chez EDF, on veut faire beaucoup plus d'énergie renouvelable. Le problème, c'est pas d'avoir une taxonomie qui permet d'aller voir les marchés financiers. Il y a de l'argent. C'est l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, grâce notamment à la politique de la Banque centrale européenne. Le problème, c'est un problème de normes et de politique. Donc, on veut faire des renouvelables. Ce qui est difficile, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le permitting, les autorisations qui prennent très très longtemps parce que vous regardez dans tous les pays quasiment en Europe, y compris en Allemagne, le rythme de déploiement des renouvelables diminue. Et donc ça, c'est très inquiétant. Le rythme de déploiement des renouvelables diminue. Il faut faire x6 en Allemagne pour l'éolien. Entre 2018 et 2020, ils ont installé 1 gigawatt par an. Il faut faire 6 gigawatts par an. Mais vous voyez bien qu'en plus, vous imaginez que les sites les plus faciles, ils ont déjà été faits. Donc c'est pour ça que je reviens en fait à la question du nucléaire et que nous, on pense que c'est une des solutions. C'est que vous pouvez ne pas voir le problème, considérer que le nucléaire, c'est pas bien, mais il y a des États membres qui disent qu'ils n'ont pas le choix. C'est le cas de la Pologne, c'est le cas de la République tchèque, c'est le cas de la Roumanie, c'est le cas de la Slovaquie, c'est le cas de l'Estonie, c'est le cas de la Finlande, c'est le cas de la Slovénie, c'est le cas de la Croatie, c'est le cas peut-être un jour des Pays-Bas. Donc il y a beaucoup d'États membres qui demandent à faire du nucléaire. Si vous ne dites pas aux financiers, mais le nucléaire fait partie de la solution, et pour les déchets, puisqu'en fait c'est le sujet, c'est pas la question des émissions de CO2, puisque comme vous l'avez répété, l'énergie nucléaire permet de produire de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Et c'est ça la priorité aujourd'hui. Si vous ne mettez pas le nucléaire dans la taxonomie, vous allez diriger les investissements vers les renouvelables, mais c'est déjà le cas et ils se heurtent à un problème d'autorisation et puis d'acceptabilité. Il y a des moyens de traiter ça, mais nous on pense qu'il y a les moyens. On peut travailler avec les pêcheurs pour faire de l'éolien en mer. On peut traiter les questions de biodiversité pour mettre des éoliennes à terre. Sur le solaire, on peut même faire de l'agrovoltaïsme. On a plein de projets pilotes et pas que dans le Bordelais pour le faire. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on veut utiliser toutes les solutions, y compris nucléaire, pas que le nucléaire, mais y compris nucléaire, et la France n'est pas isolée. Il y a beaucoup d'États membres qui veulent faire du nucléaire. Merci Erkki Meyer. Je pense que c'est très important de raisonner avec l'esprit des solutions, parce que souvent quand on parle des questions européennes, on parle aussi beaucoup des problèmes, des normes, des cadres, des rapports de force, etc. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a aussi des projets industriels majeurs qui ont fait l'histoire de la construction européenne en tant que telle. Pour bien comprendre l'impact qu'il y a derrière tout ça pour nos vies quotidiennes, je voudrais me tourner vers Guntram Wolf, qui, je rappelle, est directeur de Bruegel. Guntram, j'espère que vous êtes bien avec nous et que votre micro est allumé. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, merci Thomas. Super, on vous entend parfaitement, Guntram. On le disait à l'instant, on parlait de Fit for 55 et on voit à quel point il va changer la donne pour beaucoup de secteurs industriels. Évidemment le secteur énergétique en premier, et il prétend opérer ce qu'on appelle, on en a beaucoup parlé ce matin, un découplage entre notre croissance économique et la croissance de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est une vision assez optimiste fondamentalement des résultats qu'on peut obtenir avec ces nouvelles normes et tous les investissements qu'elles vont flécher. Ça donne un peu d'enthousiasme, ça fait pas de mal dans ces temps un peu névrotiques. Mais bon, quand même, il faut bien comprendre en quoi est-ce que ce découplage peut s'opérer. Est-ce que selon vous, Guntram, avec ce paquet législatif et puis aussi derrière le plan de relance qui met des moyens financiers derrière, si j'ose dire, on peut vraiment arriver à décorréler notre progression économique de l'impact climatique que nous produisons? Oui, merci beaucoup Thomas. Donc, je crois que vous avez bien décrit le problème. Le problème, c'est qu'avec la croissance économique, on augmente la consommation énergétique et le système énergétique actuellement dépend d'une grande manière
des fossil fuels, donc c'est-à-dire des émissions à effet de gaz de serre. Donc, on a quand même un grand problème. Et au niveau mondial, en fait, les émissions augmentent. Ils ne sont pas à la baisse, ils augmentent depuis le début de l'industrialisation. Et on n'a pas encore vu ce genre de découplage duquel vous avez parlé. Donc on a un problème que la croissance mondiale est beaucoup plus élevée en fait que le découplage entre la croissance et l'usage des émissions des émissions de CO2. Donc, ce qu'on a calculé, nous, c'est en fait qu'il faut accélérer le découplage au niveau mondial par un facteur de 6. Donc, actuellement, on réduit les émissions par unité de PIB de 1,6% par an, mais il faut le réduire par 9% par an, en fait, pour arriver à net zéro à 2050. Donc, c'est un effort énorme à l'échelle mondiale. Donc, Thomas nous a expliqué qu'en Europe, en fait, on est déjà en train d'avoir un découplage absolu. Donc, c'est vrai, on a la croissance positive économique et en même temps, les émissions en Europe sont à la baisse. Mais la vitesse à laquelle les émissions baissent en Europe est beaucoup trop faible. Donc, c'est-à-dire même en Europe où on a déjà arrivé à un découpage absolu, il faut quand même encore accélérer le découplage par un facteur de 3. Et il faut accélérer ça aujourd'hui, pas dans 10 ans. Il faut le faire aujourd'hui pour arriver à net zéro en 2050. Donc, c'est quand même un défi très, très important et très, très difficile. Et je crois qu'il faut conclure avec deux propositions très simples. La première proposition, c'est on va pas sauver le climat en Europe. Il faut une stratégie mondiale. Le COP26, c'est très important. Il faut penser à des incitations pour nos partenaires mondialement d'accélérer leurs efforts. Et je crois que toute la question de Climate Club, club de climat, les prix de carbone aux frontières, donc les Carbon Border Adjustment Mechanism, toute cette discussion est absolument centrale. On ne peut pas sauver le climat tout seul en Europe, parce qu'on contribue seulement à 8%, à peu près 8% des émissions mondiales ici en Europe. La deuxième conclusion, c'est qu'il faut accélérer les efforts, donc c'est-à-dire c'est des investissements absolument très significatifs. La Commission européenne estime qu'il faut augmenter les investissements annuels dans le système énergétique et de transport par 2% du PIB par an. Donc, c'est-à-dire, on estime à peu près 360 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an en Union européenne. Donc, la plupart de ça, c'est des investissements privés, mais il faut aussi des investissements publics. Et donc je crois qu'il y a aussi une très, très grande discussion sur disons, les règles budgétaires et comment accélérer les investissements avec des règles budgétaires plus favorables à des investissements écologiques. C'est très clair. On va zoomer sur ce point des moyens dont on dispose pour faire la transition, parce que c'est essentiel. Mais avant d'en arriver à ce point de maturité du débat, je voudrais qu'on boucle sur quelque chose qui est en rapport direct avec la façon dont les Françaises et les Français qui nous écoutent vivent ce sujet de la transition énergétique. On est en pleine flambée des prix de l'énergie
en France comme partout dans l'Union européenne, ça contribue considérablement à chaque fois que ça se produit à nourrir des tensions sociales très très fortes. La dernière fois que ça s'est produit en France, c'était à cause d'un problème fiscal, enfin d'une politique fiscale, et puis on a vu ce que ça a donné. Mais fondamentalement, c'est lié au fait que derrière, il y a la question de la transition juste, c'est-à-dire qui porte l'effort de la transition. Thomas, je voudrais me tourner vers vous pour comprendre un petit peu cette notion-là. Sur la perspective interne, mais en rappelant, parce que Guntram l'a dit et c'est très juste, que c'est vrai à l'échelle interne comme c'est vrai à l'échelle mondiale. On va revenir sur l'échelle interne, mais quand on parle de l'échelle internationale, la transition juste, c'est souvent la fameuse notion de responsabilité commune mais différenciée des États des Nations Unies à réaliser les objectifs de l'accord de Paris, dans un contexte où on sait que grosso modo en France, 46% de nos émissions de gaz à effet de serre, de nos économies d'émissions, ça vient de l'industrie. Et sur ces 46%-là, 95%, ça vient, pour la moitié de ce stock-là, ça vient du fait qu'on a exporté notre industrie, qu'on a transféré notre industrie à l'étranger. Donc en fait, on a transféré nos émissions de gaz à effet de serre dans les États du Sud. Ça montre quand même que la notion de justice climatique, elle est au cœur. Donc si on revient dans le périmètre national, comment ça fonctionne? Vous qui travaillez spécifiquement sur les questions énergétiques, qu'est-ce que ces réflexions en cours à Bruxelles peuvent changer pour celles et ceux qui voient leur prix facture énergétique complètement changer? Alors, déjà un petit mot sur l'enjeu français de désindustrialisation. C'est vraiment un enjeu français. C'est pas un enjeu européen. L'Europe ne s'est pas désindustrialisée. C'est pour ça que j'ai pris les chiffres. Bien sûr, mais du coup, on est vraiment sur une spécificité française. Et du coup, la baisse des émissions de gaz à effet de serre en Europe s'est fait avec un maintien extrêmement important d'une industrie européenne extrêmement performante et extrêmement compétitive, y compris un certain secteur en France, mais évidemment beaucoup de secteurs dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Slovaquie, etc. Sur l'enjeu de la crise des prix de l'énergie aujourd'hui, il faut être très très clair là-dessus. Cette crise-là, c'est une crise des énergies fossiles. Voilà. Le facteur clé, c'est la hausse des prix du gaz fossile. Donc, ce que cette crise nous rappelle, c'est qu'en fait, un système fondé sur l'usage inefficace des énergies fossiles, il n'est pas simplement catastrophique pour le climat parce qu'il amène il amène à terme à l'effondrement de la civilisation, hein, très clairement. C'est ça dont on parle. Mais pas simplement pour ça. C'est aussi parce que pour nous, Européens, ça nous soumet régulièrement à des chocs macroéconomiques extrêmement violents qui peuvent mettre par terre notre économie. On a vu ça en 1973 avec le choc pétrolier. En 1979, dans une moindre mesure aussi, avec un autre choc pétrolier. En 2008, choc pétrolier de 2008 qui joue un rôle dans la récession de 2009. Et là, aujourd'hui, on est en octobre 2021 et on a une sorte de choc gazier avec un prix du gaz fossile qui est multiplié par 6 en l'espace d'un an, pour des facteurs qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec ce que nous, Européens, on contrôle. Et qui risquent aujourd'hui de compliquer, voire même d'amputer, la reprise économique que connaît l'Union européenne en sortie de crise. Et là-dessus, ça devrait presque être une tautologie, c'est-à-dire que la seule voie de sortie d'une crise des prix des énergies fossiles, c'est de sortir des énergies fossiles, et notamment là spécifiquement du gaz. Alors comment est-ce qu'on fait ça d'une manière qui est socialement acceptée et je pense même socialement soutenue? Déjà, il faut être très très clair sur de qui on parle. Là, on parle vraiment d'un aspect extrêmement humain. On parle de millions d'Européennes et d'Européens, de pères et de mères qui essayent de se chauffer, mais 30 millions de familles européennes n'arrivent pas aujourd'hui à bien se chauffer. Si ces gens-là, 30 millions d'Européens, c'est l'équivalent de la population de l'Autriche et de la Hongrie et de la République tchèque ensemble. C'est de ça dont on parle. Ces gens-là, ils ne sont pas victimes de la transition énergétique. Ils sont victimes du système des énergies fossiles qui les a laissés de côté. Donc il ne faut pas simplement se dire comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui soient à nouveau mis de côté, c'est aussi comment est-ce qu'on inclut les gens qui ont été oubliés par le système des énergies fossiles. Et là, la réponse sur le chauffage, elle est extrêmement simple. On a des technologies qui marchent depuis des décennies, c'est juste un enjeu de volonté politique de dire, écoutez, on fait de la rénovation des bâtiments, on sait rénover les bâtiments, voilà, hein, c'est pas nouveau. On installe des chauffe-eau solaires partout en Europe parce que c'est une part de la solution. On installe, dans certains cas, des pompes à chaleur, dans d'autres cas, du chauffage électrique direct, dans d'autres cas, du chauffage à biomasse. Dans ma terre de Basse-Normandie, le chauffage à biomasse localement sourcé, c'est extrêmement pertinent. Donc on trouve des solutions adaptées. Mais ces solutions adaptées, le mieux, c'est qu'elles s'inscrivent dans une stratégie européenne commune
qui permet de dire à des entreprises, alors je prends le cas d'EDF parce que Erki est là, mais de n'importe quelle entreprise, de dire, bah voilà, en 2030, le marché, c'est ça. Et du coup, on vous envoie un signal clair, et ces entreprises-là vont évidemment s'adapter, faire les investissements, construire les usines, employer les gens, former les travailleurs, etc., etc. Après, il y a la question de comment est-ce qu'on finance tout ça, et Guntram, du coup, donnait le chiffre de 2% du PIB. Mais c'est rien, en fait, si on y réfléchit. On parle d'un enjeu civilisationnel. On parle d'une crise climatique que la présidente de la Commission européenne, le mois dernier, a qualifiée à juste titre de plus grande crise planétaire de tous les temps. Elle a dit ça devant le Parlement européen. C'est pas Greta Thunberg, hein, c'est Ursula von der Leyen, femme politique de la droite conservatrice allemande, qui fait enfin un constat réaliste sur l'enjeu. Si pour nous sauver de ça, de notre extinction en tant que civilisation, on doit payer 2% du PIB, franchement, c'est pas grand-chose. Hein. Pour vous donner juste une analogie, certains font des références avec les guerres mondiales et je trouve qu'elles sont mauvaises sur cet enjeu de l'investissement. Par contre, on peut faire une analogie avec la guerre froide. Durant la guerre froide, nous, Européens, on investissait 5 à 6% de notre PIB dans l'armée. Avec aussi une limitation de liberté pour les jeunes hommes qui devaient passer 1 an, 2 ans, 3 ans dans les casernes où, globalement, la notion de liberté est fort limitée. Liberté d'obéir. Ça existe encore dans certains pays. Et... C'est pas 1 an, et c'est 2 ans. Israël, la Colombie, vous avez de la chance d'être en Europe finalement. Hein. Alors moi je suis officier de réserve de l'armée de terre par ailleurs, donc je connais bien ce milieu-là. Ce que je voulais dire en fait, c'est que aujourd'hui globalement, nos dépenses militaires, pour le dire rapidement, c'est 2% du PIB. Durant les années 60, 70, 80, pendant des décennies, on a fait l'effort de pas être à 2, mais d'être à 4, 5 ou 6. Donc là-dessus, ce qu'on doit faire, c'est juste en fait le même effort en termes économiques que ce qu'on a fait à l'époque de la guerre froide. Oui, c'est vrai que c'est frappant de commensurer 2% de notre PIB pour sauver la planète versus 6% pour aboutir à une guerre qui a fait pchit. Bon, heureusement. Hein. Mais Erki, je voudrais me tourner vers vous parce que derrière la notion, les notions que Thomas vient de développer, il y a 2 choses extrêmement majeures. Il y a à la fois notre indépendance, c'est un mot-clé qu'on a prononcé à plusieurs reprises au cours du panel, notre souveraineté en tant qu'union. Vis-à-vis des dépendances des énergies fossiles notamment, et l'enjeu de justice sociale. Et ça fait, si j'ose dire, la signature du mix énergétique à la française, et on l'a montré tout à l'heure, il est un peu aussi en débat, en tout cas en question, voire en danger dans les normes qui émergent à Bruxelles ces temps-ci. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'autres États qui peuvent partager la vision française du mix énergétique, vous en avez listé un certain nombre. Les États clés qu'il faudrait, j'ai l'impression de faire une campagne américaine, les États clés qu'il faut aller convaincre, les swing states de la transition énergétique européenne, quels sont-ils sur ces sujets-là pour essayer d'avoir quelque chose qui s'approche un peu plus de nos intérêts à nous, vu l'importance qu'on accorde à la fois à notre indépendance et à notre justice sociale? Je pense que c'est pas nos intérêts, c'est les intérêts. Bon, ils sont vraiment définis par ces États et ils savent dans quelle direction ils veulent aller. D'ailleurs, c'est ça qui est assez fondamental, c'est qu'il y a beaucoup d'États membres qui disent on veut un mix diversifié, y compris parce que on a un gisement parfois d'énergie renouvelable qui est limité, donc il nous faudra bien autre chose. Vous avez des pays qui, quand ils sortent du charbon, ils font le pari encore d'être dans les énergies fossiles avec du gaz. Et du gaz importé, parce que je suis totalement d'accord avec Thomas, c'est une crise des énergies fossiles et c'est une crise des énergies fossiles importées. Et petite parenthèse, il faut faire très attention à ne pas substituer une dépendance qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du gaz à une autre dépendance qui pourrait être par exemple l'importation d'hydrogène, parce que l'importation, c'est que vous vous mettez dans les mains d'une puissance étrangère. Premier point. Deuxième point, ces États qui veulent un mix diversifié, y compris avec du nucléaire, avec des énergies renouvelables et d'autres solutions, ils disent on est prêt à investir, mais il nous faut des règles pour pouvoir le faire. Et je crois qu'une des leçons aussi de la crise d'aujourd'hui, c'est qu'on a besoin pour les industries qui vont investir ces 2%, effectivement, hein, ce sont des sommes en chiffres absolus qui paraissent énormes, mais en réalité on peut les mobiliser, et encore une fois il y a de l'argent. Le problème c'est qu'il faut un cadre aussi pour pouvoir investir. Et pour ça, il vous faut des signaux de long terme. Vous les avez pour les énergies renouvelables. Vous avez ce qu'on appelle des accords, enfin des PPA. Vous ne les avez pas pour toutes les technologies. Et donc ça, c'est très important. Et c'est l'Europe qui doit le faire parce qu'il faut qu'il y ait, comme c'est un marché concurrentiel, et c'est très bien, il faut que vous puissiez avoir ces règles à l'échelle européenne. Troisième point, pour revenir sur ce que disait Guntram, et la nécessité de découpler, c'est-à-dire de réduire, à chaque fois qu'on croît, on parle beaucoup de décroissance, donc la question c'est est-ce que quand il y a de la croissance, qui permet aussi de lutter contre la pauvreté, est-ce que vous émettez plus de CO2 ?
Pour le dire de façon non théorique, il y a des solutions techniques qui existent. Et par exemple, le véhicule électrique, c'est 3 fois plus efficace qu'un véhicule thermique. C'est vraiment 3 fois plus efficace. Donc même si vous êtes en Pologne, vous avez l'électricité qui est très carbonée, vous émettez beaucoup de gaz à effet de serre, vous réduisez les émissions à partir du moment où vous mettez une voiture électrique sur la route en Pologne. Alors si en plus vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique, vous décarbonez. Donc c'est très puissant. Donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, la Commission l'a compris, elle met bien l'accent là-dessus. Et pareil, effectivement, pour le chauffage, une pompe à chaleur, c'est 80% de réduction de CO2 par rapport à une chaudière au fioul. Et aujourd'hui, le gaz est moins taxé que l'électricité en Europe. Vous payez plus de taxes sur une énergie qui, elle, se décarbone, et vous payez moins. Donc, on marche sur la tête. Donc, on va revenir sur cet enjeu de fiscalité énergétique et je me tourne pour ça vers Pascal et Michel consécutivement parce que dans toute cette réflexion sur l'indépendance, sur notre capacité à entraîner aussi d'autres États de la planète dans notre façon à nous de penser la transition à l'échelle européenne, il y a tout ce débat autour du fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Encore une formule alambiquée pour dire en gros on va taxer le carbone qui rentre chez nous par les biens et les services qu'on importe. C'est le grand motto sur les ressources propres dont l'Union va se doter pour pouvoir financer son plan de relance. Est-ce que je vais poser la question extrêmement franche et à vous deux, Pascal et Michel, vous répondrez successivement à la même question. J'ai l'impression que on est parti pour, à nouveau, 20 ans de débat sur notre capacité à pricer le carbone. Ça fait à peu près 20 ans que les marchés carbone, ça existe et qu'on n'a pas encore tout à fait su employer cet outil pour précisément réduire nos émissions de gaz à effet de serre en donnant un prix de plus en plus significatif au carbone. En tout cas, ça a mis énormément de temps avant de se mettre en place, que la mécanique soit fluide, que ce soit un vrai signal prix. Est-ce que si on a mis 20 ans pour faire des marchés carbone qui soient fonctionnels, on peut se permettre d'avoir 20 ans pour un mécanisme d'ajustement aux frontières dans un contexte où, je le rappelle, c'est censé financer notre plan de relance et donc il y a les marchés financiers qui vont dire toc toc toc, il va falloir les payer les green bonds là. Alors, il y a beaucoup de volonté politique dans tout ce que vous dites. Alors, je vous rappelle qu'on est 27 dans l'Union européenne et on ne vit pas au même moment. Là, les Allemands ont fait des élections, les Allemands sont en train de faire un nouveau gouvernement avec une nouvelle politique peut-être énergétique. Parce que si on veut parler 2 minutes de l'Allemagne, parce que quand même, c'est un fiasco énergétique, l'Allemagne. C'est un fiasco énergétique. C'est un fiasco énergétique. Ils remettent leur centrale, Thomas, c'est pas d'accord, c'est pas grave, mais j'ai le droit d'exprimer un truc. Ils remettent leur centrale à charbon dès qu'en effet, ils n'ont plus l'éolien qui tourne. Donc, c'est très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on mette le mix énergétique le plus équilibré possible. Mais quand il n'y a pas de vent, ou quand il y en a trop, les éoliennes, ça sert à rien. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des vastes champs d'éoliennes, aller de Berlin à la Baltique. Vous allez voir, en effet, il y a toutes les éoliennes de tout type, de toute marque, de tout constructeur. Mais néanmoins, malgré tout ça, quand en effet ça ne marche pas, ils remettent la centrale à charbon, puisqu'en effet, ils ont fait le choix d'arrêter le nucléaire, qui sera officiel en 2022. Aujourd'hui, ils en ont encore une petite part. Il ne faut pas croire qu'il n'y a plus de nucléaire en Allemagne. Donc, il y a en effet une volonté politique. Alors, la volonté politique, elle fait que les États membres ont des élections, des traînes électoraux, on ne vote pas tous la même année, au même endroit. Et donc, il y a une volonté politique. Il y a 2 institutions, vous l'avez dit, le Parlement européen, qui est plutôt très vert, on va le dire, qui est très allant sur la question des renouvelables ou de transition écologique et des mesures à faire. C'est beaucoup plus freinant sur le Conseil, puisqu'en effet, c'est 27 États et qu'ils ont une opinion politique aussi à prendre en compte. Alors, on va en effet y arriver. Il faut se donner des objectifs ambitieux pour pouvoir au moins avoir ces objectifs d'avancer le plus vite possible. Mais il faut être réaliste. On ne va pas en 2030 changer tout du jour au lendemain, parce qu'il y a 2 choses, et vous l'avez évoqué un peu Thomas tout à l'heure, il y a une fracture sociale ou une facture sociale qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il y a de l'incitation à faire. Il y a beaucoup de mesures incitatives pour essayer d'expliquer aux gens et d'essayer de les aider ou d'essayer de favoriser en effet la transition dans les bâtiments, la transition dans les choses, pour pas que ça soit punitif. Parce que si c'est punitif, vous aurez une réaction sociale, comme on en a eu aujourd'hui, enfin comme il y a eu il y a quelques années, où vous allez avoir une partie de gens qui ont besoin d'une voiture
encore à moteur diesel parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une électrique, parce qu'ils font des distances et que les batteries et que les batteries aujourd'hui ne sont pas je reviens sur suffisamment le importantes. sujet de la taxe carbone aux frontières, parce que précisément dans toute cette ambition de justice sociale, en tout cas d'équilibre fiscal qui a été énoncé, l'idée de se dire on va financer notre transition énergétique en arrêtant d'importer du carbone, ou en tout cas en donnant un prix à ces importations de carbone, ça compte beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'attentes sociales vis-à-vis de cette taxe carbone aux frontières. Oui, on y travaille parce que c'est quelque chose qui a été décidé il y a un peu plus d'un an. Et on a plusieurs ressources propres, heureusement, parce que sinon, cette taxe carbone aux frontières, elle rapportera, mais pas suffisamment à elle seule, pour financer tout ce qu'on doit faire. Et quand on regarde en effet la masse de tout ce qui est prévu par la Commission et par les États membres, parce qu'il faut quand même dans l'absolu, les États membres sont d'accord avec la Commission sur le Green Deal et sur le Fit for 55, etc. Mais il y a un temps, et puis il y a des moyens. Et heureusement qu'on a plusieurs taxes. Alors c'est des taxes, le problème, c'est ça. Il y a aussi ça qui est malvenu aussi dans le... On a peur des mots parfois. Hein. Voilà. Faut pas il y se avait cacher le norme derrière tout à l'heure, son il y avait le mot norme tout à l'heure qui était mal compris. Le mot taxe, parce que là, aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait comme ressources propres, c'est la taxe sur les déchets plastiques, c'est la taxe sur l'importation la taxe carbone aux frontières. C'est en effet que des choses qui sont un peu pénalisantes. Donc, il faut qu'on trouve un moyen, un wording dans cette transition qui doit être faite à marche forcée, mais aussi avec donc le soutien de la population, pour faire en sorte qu'en effet, il n'y ait pas des rejets de gens qui vous disent « Et moi, je suis d'accord sur le principe, mais là, je ne peux pas, ou ça va trop vite, etc. » Mais on a besoin, en effet, de réfléchir à toute une série de batteries sur les ressources propres, puisqu'on voit bien que le budget de l'Union, il arrive à un créneau où on n'a plus les contributions des États membres, ça arrive à saturation. Il va falloir qu'on développe, ces ressources propres pour financer le plan de relance que nous avons adopté il y a 1 an et demi, et c'est bien la qui est question en effet, je posais, et qui est en effet principalement dédié voudrais, à aider tous les États à des degrés divers et variés à mettre en place un certain nombre de choses pour en effet que dans les différents pays, en fonction des besoins, on ait cette transition écologique. Alors, dernier point, vous parliez... Pour terminer, s'il vous plaît, Pascal, je voudrais passer la parole à Michel maintenant sur cette dimension de la faisabilité du mécanisme de carbone aux frontières, parce que je le disais tout à l'heure, on n'a pas le temps d'attendre. D'abord parce qu'il y a l'urgence climatique, ensuite parce qu'il y a l'urgence sociale, et derrière parce qu'il y a des rapports de force géopolitiques qui sont majeurs sur le prix qu'on va mettre à nos frontières en matière carbone. Est-ce que, Michel, on est capable de développer un tel mécanisme dans une durée relativement courte, alors que c'est censé, comme Pascal a souligné très justement à l'instant, être un élément majeur de notre capacité à financer notre plan de relance? L'histoire récente de l'Union européenne a montré que quand il y avait une volonté politique, très rapidement, on a fait sauter 2-3 verrous budgétaires à l'été 2020. Donc ça veut dire qu'il y a cette capacité. Le sujet des techniques. Je vous renvoie à 3 papiers et 3 articles de fond que Christian Pertuis a publiés dans Confrontation Europe sur le sujet. Et il est notamment important de le voir sous l'angle mondial. C'est-à-dire qu'en gros, Pascal évoquait tout à l'heure les compétences propres de l'Union. Parmi ces compétences, il y a la politique commerciale. On ne peut pas envisager de mettre en place un mécanisme comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières si dans le même temps, on n'avait pas un élément partagé d'une sorte d'approche globale. C'est un sujet qui va être débattu à Glasgow, prioritairement. On doit très vite ne pas l'envisager comme un mécanisme de protection des Européens contre le reste du monde, parce que sinon, ça ne le fera pas. On aura des phénomènes de fuite d'un certain nombre de nos industries ailleurs. Ben oui, on aura toute une série de mécanismes de contournement qui ne seront pas efficaces. Il y a un point qui est important, c'était évoqué par Pascal et par toi, c'est qu'une partie des recettes doivent permettre au plan interne à flécher et à aller vers tous ceux qui auront à subir le coût de la transition, le coût de l'adaptation. Et ça, c'est prévu, c'est nouveau, ça va dans le bon sens. Après, la question, est-ce que ça peut être fait en claquant des doigts en quelques semaines? Non, mais l'impulsion peut être donnée, et puis après, un dialogue peut être mené. Mais ce dialogue, ne le menons pas qu'à l'aune européenne. Faisons un élément de la diplomatie commerciale européenne. Et je pense qu'à ce moment-là, si on met sur la table des propositions, ben on verra bien qui est d'accord ou pas. Est-ce que M. Biden, il va se poser comme le champion du monde de transition énergétique et il va agréer aux propositions européennes ou pas? Est-ce qu'il va faire des contre-propositions? Voilà, faisons-en un élément de diplomatie européenne. Bataille géoéconomique et merci d'avoir
souligner la question commerciale, Michel, puisque je rappelle que parmi les quelques compétences exclusives que Pascal a relistées tout à l'heure, clairement, la question commerciale fait partie de ce que la Commission peut gérer à sa main, si j'ose dire, en rendant compte évidemment aux États, mais c'est une gestion déléguée. J'espère que Guntram Wolf a pu nous retrouver. Mince, il est déconnecté, je suis navré, j'aurais aimé pouvoir lui poser des questions plus fines sur les investissements à consentir qu'il a exposés tout à l'heure. Peut-être le temps qu'on arrive à le ramener à nous. Thomas, vous réagissiez tout à l'heure à la configuration du mix énergétique allemand qui est fondamentalement très différente de la nôtre. Peut-être si on peut faire un rapide miroir France-Allemagne pour comprendre quelles sont les différences sur qu'est-ce qui fournit quelle énergie dans chacun des deux pays et comprendre en quoi sur le plan climatique l'un peut être plus ou moins efficace que l'autre. Alors déjà, la France et l'Allemagne ont énormément de points communs. Les deux pays consomment énormément de pétrole, ont des bâtiments très mal isolés, etc., etc. Le point de différence, il est sur un seul sujet qui a son importance, qui est la production de l'électricité. Je tiens à rappeler deux choses qui sont des éléments factuels. Tout d'abord, l'Union européenne, c'est une union de peuples souverains. Les peuples ont le droit de faire tout un ensemble de choix. Et parmi ces choix-là, le choix de développer le nucléaire, s'ils le souhaitent, ou de sortir du nucléaire, s'ils le souhaitent. En Allemagne, il y a un consensus politique extrêmement profond sur le choix de sortie du nucléaire. Une Europe qui peut réussir doit forcément être une Europe démocratique qui prend en compte les cauchemars des peuples. Les Allemands ont fait le choix rationnel, cohérent, de sortir du nucléaire. Ils ont fait ce choix-là, non pas en 2011, comme c'est souvent raconté de manière fausse en France, mais après 3 ans de débat, en 2000, 2001 et 2002, pour établir ce qu'on appelle en allemand l'Atomkonsens, donc le consensus sur la sortie de l'énergie atomique. Ils ont mis en place une politique de sortie du nucléaire par le développement des énergies renouvelables. Et cette politique, de ce point de vue-là, a tellement bien marché que la part des énergies renouvelables dans le mix électrique allemand est passée de 7% en 2000 à 45% en 2020, ce qui est une véritable révolution. Pendant ce temps-là, la part du nucléaire a fortement baissé, elle va atteindre 0 à partir de 2023, et la part du charbon a aussi très fortement baissé. L'Allemagne consomme 2 fois moins de charbon qu'il y a 20 ans. Donc ça, c'est un élément que nous, on a développé dans un papier à l'Institut Jacques Delors, justement, qui fait le bilan de ces 20 ans de transition énergétique allemande. On a le droit de la critiquer, évidemment. On peut dire que c'est une réussite partielle ou un échec partiel. Là-dessus, évidemment, voilà, on peut porter tous les jugements qu'on souhaite. Mais le fait est que, du point de vue des objectifs que les Allemands se sont donnés à eux-mêmes, c'est une réussite de leur point de vue. Alors, ce n'est pas mon point de vue, c'est un débat que j'avais hier avec des Allemands, et c'est eux qui l'ont dit, que la transition énergétique allemande n'avait pas fonctionné, et que c'est un des défis auxquels la nouvelle coalition va être menée. Donc, c'est pas un préjugé français, etc. C'était vraiment une demande, un exposé des Allemands eux-mêmes qui reconnaissent que leur transition énergétique n'est pas été optimale et que c'est un des défis de la nouvelle coalition. Avec l'Institut Open Diplomatie, on a une règle, c'est de ne pas parler à propos d'une politique publique qui ne nous concerne pas sans les personnes concernées. Et si j'avais voulu qu'on parle de la politique énergétique allemande, j'aurais invité des Allemands pour en parler, ça aurait été beaucoup plus... Une opinion personnelle. Voilà, donc... mais du débat franco-allemand entre deux Français. Voilà, c'est merveilleux. L'esprit de Robert Schuman vit très bien dans cette belle maison de l'Europe. Merci Thomas en tout cas pour l'éclairage et pour comprendre qu'effectivement il y a un consensus démocratique complètement différent qui a été forgé en Allemagne, qui continue de faire débat, mais c'est vrai que ça s'est quand même établi dans l'histoire. Erkki Meyer, je voulais me retourner vers vous parce que précisément, et peut-être qu'on en terminera là si on n'arrive pas à ramener Guntram Wolf pour parler des investissements malheureusement, on voit bien que dans les grands pays fondateurs de l'Union et ceux qui ont le plus de voix au Conseil, si je résume de façon très concrète, il y a deux visions du mix énergétique qui s'articulent mal, l'une par rapport à l'autre. En tout cas, le consensus est difficile à forger. Je vais le dire comme ça, j'ai l'impression que, vu ce que vous décriviez tout à l'heure sur la taxonomie, l'Allemagne a déjà un peu gagné une première bataille en ayant sorti ce qui est l'épine dorsale du mix énergétique français de la taxonomie, et donc ce qui va flécher les investissements financiers vers ce qui est facteur de la transition écologique. Est-ce que vous pensez que c'est
c'est une vraie bataille perdue ou qu'au contraire on est capable, compte tenu des relations qu'on a, y compris sur le plan de ce qu'on vend comme énergie à l'Allemagne, parce que la France on vend aussi de l'énergie à l'Allemagne, capable de créer un consensus qui soit européen, qui sorte des consensus nationaux, où en France, globalement on est plutôt pro-nucléaire, en Allemagne globalement on est plutôt anti-nucléaire, et à l'échelle européenne, bizarrement, quand on fait la somme de tout ça, c'est complètement différent. Merci de cette question, parce que ça permet de répondre à la question sur l'Allemagne sans en parler. Parce que je pense que le débat, c'est pas de savoir si c'est un choix qui a été démocratique ou pas, s'ils ont plus d'énergie renouvelable ou pas, parce que c'est pas une finalité en soi. La question, c'est est-ce qu'il y a moins d'émissions de CO2 ? En Allemagne, elles ont baissé, mais elles baissent moins vite que par exemple au Royaume-Uni, et il reste très, très largement, à peu près 9 fois plus que la France. Et c'est un fait, ils ont rouvert une centrale à charbon, il y a quelques mois. Donc, que le débat ait lieu, c'est très bien. La question aujourd'hui, c'est est-ce que ce schéma-là s'impose ailleurs parce que l'objectif, c'est uniquement de mettre des énergies renouvelables, ou est-ce que c'est de chasser le CO2 du système énergétique européen ? Et je pense que l'objectif, c'est celui-là, qu'on a des solutions pour le faire, et je suis tout à fait d'accord, si l'Allemagne arrive à faire, elle va remettre du gaz dans son système, parce que la dernière décision qui a été prise, c'est aussi la mise en place d'un nouveau tuyau qui amène du gaz de Russie jusqu'en Allemagne. Ça recrée de la dépendance à des énergies fossiles. Il faut derrière décarboner le gaz. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand physicien pour comprendre que vous perdez de l'efficacité. Il faut remettre un système sur vos centrales à gaz pour les décarboner. Aujourd'hui, il n'y a que 2 centrales comme ça qui fonctionnent. Donc le sujet, c'est de savoir si on va vers les solutions les plus efficaces, et c'est à chaque État membre de le décider, effectivement. Et si l'Allemagne y arrive, moi je le souhaite, très bien. Le fait de rouvrir une centrale à charbon il y a quelques mois, c'est pas la bonne direction. Le fait de ramener du gaz en Europe avec un pipe qui nous relie à la Russie, je ne suis pas sûr que ça réduise notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc la question, c'est est-ce que l'Europe prend cette question du CO2 au sérieux et décide que toutes les solutions décarbonées ont leur place ? Moi, je pense qu'on peut y arriver. Je pense notamment pas parce que je suis optimiste par nature, mais je pense que l'Union européenne est un système où on entend la voix démocratique, et qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui se mobilisent pour dire que la priorité, c'est le climat, que la priorité, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et je pense qu'en Allemagne, ces voix-là vont se faire entendre. Non pas qu'elles y reviendront sur le choix du nucléaire, ça, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, c'est pas l'objectif, mais qu'ils vont mettre l'accent sur ces questions des émissions, et que derrière, on traitera aussi, on n'a pas pu en parler, la question de la biodiversité, parce que ça suppose, c'est une question toute simple, mais ça suppose, en fait, ce qu'on a là, ce sont des choix démocratiques, et de fixer des priorités. Je vous prends juste un exemple concret, l'hydraulique. C'est une superbe énergie parce qu'elle produit de l'électricité bas carbone, ça permet de stocker de l'énergie, mais ça a un impact environnemental. Vous mettez du béton dans des vallées, vous retenez de l'eau. Et donc, il faut de temps en temps faire des choix. Je vous donne un exemple concret pour que le saumon de l'Atlantique puisse remonter le cours de l'Allier. Il y a un barrage en Haute-Loire qui s'appelle Poutès. EDF a investi 20 millions d'euros pour réduire le barrage, passer de 20 mètres à 7 mètres. Donc on produit moins d'électricité renouvelable. Mais on permet au saumon de monter. C'était une demande démocratique. Il y aura des choix à faire comme celui-là. Je pourrais vous citer des centaines d'exemples pour les éoliennes et autres. Et c'est ça les vrais choix, plutôt que, je pense, des anathèmes entre Français et Allemands. Je note néanmoins que le ministère allemand a décidé que toute l'Europe devait sortir du nucléaire. C'est le ministère fédéral de l'énergie qui l'a écrit dans son document. C'est pas les Français qui le disent. Merci Erkki Meyer. Alors je m'arrête sur la photographie avant le mot final sur ce que l'administration centrale allemande a acté. Pour reprendre vos propos sur la biodiversité, et qu'on s'arrête là, parce qu'effectivement, tout au long de ces rencontres du développement durable, on s'est appliqué à démontrer qu'il n'y avait pas d'abord la crise climatique, c'est la crise environnementale avec la phase climat, la phase biodiversité qui sont absolument indissociables l'une de l'autre. Et que je pense que ce panel a été particulièrement clair aussi. Cette crise environnementale, elle est dans une crise de modèle économique beaucoup plus globale qui suppose une acceptabilité sociale constante et prendre en compte les rapports de force géopolitiques. Et on est, quand on raisonne à l'échelle européenne, constamment dans cette double grille de lecture qui complexifie beaucoup le sujet. Le travail de l'Institut Open Diplomacy aujourd'hui, comme toutes les autres journées des rencontres du développement durable, avec Centrale Supélec pour cette journée toute particulière sur la transition énergétique, c'était un peu de décomplexifier le débat pour pouvoir décomplexer la réflexion des Français sur ce sujet-là. On continue, toujours avec cette même ligne directrice. Faisons 2030 dès 2022. On souhaite
avec l'ensemble des partenaires des rencontres du développement durable que cette réflexion soit au cœur de la campagne présidentielle. On l'a démontré, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs, on n'a pas besoin de le démontrer, et les Français en ont fait la priorité numéro 1 des questions de l'opinion. À la veille de la clôture de ces rencontres du développement durable, je voudrais remercier, puisqu'ils sont tous représentés ce soir, plusieurs partenaires qui nous ont fait l'honneur de pouvoir et la confiance de pouvoir construire ces rencontres. L'Institut Jacques Delors, représenté par Thomas Pellerin-Carlin, qui a contribué aussi à ces réflexions et à les inscrire dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, tout comme la Fondation Robert Schuman. Merci à double titre à Michel avec Confrontation Europe, qui a apporté la même contribution intellectuelle, mais également à la Maison de l'Europe, qui la contribution est plus que symbolique, elle est magistrale. Si vous pouviez voir cette maison ici dans le 17e arrondissement, et ils peuvent venir puisque c'est une maison, un lieu de débat public qui sert à ça. Merci enfin évidemment à EDF d'avoir rejoint le groupe des mécènes qui soutiennent l'Institut Open Diplomacy dans la réalisation de ces rencontres du développement durable, puisqu'évidemment ça nous permet d'offrir les meilleures conditions du débat public possible. Vous avez été extrêmement nombreux jusqu'à cette 9e étape à nous suivre. On se retrouve jeudi pour l'ultime 10e journée des rencontres du développement durable, qui sera co-organisée pas avec Centrale Supélec, puisqu'on passera à l'étape d'après, mais avec l'ESCP, pour conclure en dessinant le monde d'après, tracer quelques perspectives géopolitiques sur ces nombreuses crises qui nous empêchent d'y voir clair dans l'avenir et qu'on aura l'occasion, j'espère, d'éclaircir un petit peu lorsque nous nous retrouvons jeudi à 9h en direct de la Maison de l'Europe de Paris. Bonne soirée, à très bientôt.